La vidéo qui suit présente des scènes et des faits qui peuvent susciter de vives émotions auprès de l'audience. Bien que ces faits soient accompagnés d'un modèle théorique, ils ne suffisent pas à eux seuls de saisir toutes les subtilités et les mécanismes psychologiques derrière ce phénomène. Par ailleurs, les événements et les illustrations à titre d'exemple dans cette vidéo, y compris ceux basés sur des faits réels, sont le fruit d'un travail professionnel vérifié et vérifiable. Plutôt que de retirer ce contenu, toute personne qui aurait un avis contraire est chaleureusement invitée à en débattre scientifiquement et publiquement afin de créer ensemble un monde plus inclusif. Malgré la base des faits scientifiques, le contenu de cette vidéo ne devrait pas être visionné par qui que ce soit. Bonjour à vous mes chers psychocasses et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au conditionnement par la peur. Si vous n'avez pas encore visionné les deux vidéos que j'ai faites au sujet du conditionnement, où j'explique les principes de base du conditionnement au travers du conditionnement pavlovien et conditionnement instrumental, je vous invite à cliquer sur les fiches qui s'affichent, j'adore cette blague, afin de compléter le contenu de cette vidéo. Vous pourrez ainsi avoir une vision plus globale de ce qu'est le conditionnement en 2023. Je vous laisse encore quelques secondes les affiches pour que vous puissiez les regarder après la vidéo. Et maintenant, on va s'intéresser au vif du sujet. Pour rappel, un stimulus ou stimulé au pluriel, c'est un élément environnemental qui peut être un objet visuel, tactile, un son, une odeur, un aliment. Donc en psychologie, on utilise beaucoup les stimuli pour mesurer des variables psychologiques. Principe d'équipotentialité. Après avoir eu connaissance des théories de l'apprentissage au travers des vidéos que je vous ai présentées, le conditionnement pavlovien et le conditionnement instrumental, les psychologues ont émis le principe d'équipotentialité dans lequel tous les stimuli peuvent être associés, on peut les conditionner, peu importe leur nature et de façon équivalente, avec le même potentiel. Ça signifie simplement que les stimuli peuvent être manipulés et qu'ils peuvent nous conditionner avec la même force. Par contre, on a beaucoup de débats dans la psychologie, dans le domaine scientifique, et on a notamment Martin Seligman, qui est psychologue américain, qui réfute ce principe d'équipotentialité et propose une théorie de la préparation biologique, en anglais preparedness, dans laquelle il propose que les peurs, les phobies, sont plus probables de se manifester face à certains types de stimuli. Donc nous serions préparés biologiquement à avoir peur de certains types de stimuli, des stimuli qui représentaient une menace pour la survie de nos ancêtres. Par la suite, Arne Öhman, psychologue suédois, va s'intéresser à cette théorie de la préparation biologique et il va la tester. Il va la tester expérimentalement et il va se demander pourquoi en fait on a autant peur, par exemple des araignées, des serpents ou des insectes. Si on remonte à l'époque des chasseurs-cueilleurs, d'après vous, à quel type de prédateur l'être humain devait être attentif? Les mammouths étaient assez visibles, donc on n'avait pas forcément besoin d'être autant alerte que ça. Les lions, les guépards, les autres prédateurs, les phacochères par exemple, sont des animaux assez gros, volumineux, on peut plus facilement les voir. Par contre, lorsque la nuit elle tombe, lorsqu'on doit dormir, les animaux rampants comme les serpents, les araignées ou les insectes, on ne les entend pas lorsqu'ils s'approchent de nous. C'est pour cette raison que nos ancêtres ont développé ce système, on va dire, d'alerte et qu'on a hérité. Donc, ce qu'il a démontré avec ses travaux, Arne Öhman, c'est que nous sommes préparés biologiquement à répondre de manière défensive plus rapidement face à certains types de stimuli qu'à d'autres. On parle d'un conditionnement de peur préférentiel.
Ce type d'apprentissage résiste à l'extinction, donc c'est beaucoup plus difficile de désapprendre un conditionnement, de se déconditionner d'un apprentissage. Et c'est comme si je vous disais par exemple, n'ayez plus peur des araignées, des serpents ou des insectes. C'est pas quelque chose qui est impossible, c'est quelque chose qui prendra beaucoup de temps et ça nécessite que très peu d'apprentissage. Mais on a aussi le niveau social, par exemple, apprendre à avoir peur de visages menaçants, donc ça peut être quelque chose qui peut être très vite appris. La peur d'être exclu, la peur d'être stigmatisé, la peur d'être perçu comme un paria pour avoir eu un discours politiquement incorrect, etc., etc. Mais là, on glisse en fait vers un sujet qui s'appelle la contagion émotionnelle. On peut être contaminé par la peur lorsqu'on voit quelqu'un avoir peur d'un stimuli. Donc, si la contagion émotionnelle est un sujet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire et je ferai potentiellement une vidéo sur la contagion émotionnelle, c'est quoi? Donc, pour revenir à notre sujet, il a également parlé de la sélectivité des associations, c'est-à-dire que le conditionnement de peur fonctionne uniquement lorsque le lien entre le stimuli conditionné et le stimuli inconditionné ont un lien fonctionnel. Par exemple, le danger pour la survie de l'individu, c'est un lien fonctionnel. Si on reprend le cadre de la peur, si on a peur d'un stimuli, ça peut être culturel, de voir notre culture s'effacer, nos traditions s'effacer. Là, le lien fonctionnel, c'est de perdre ce niveau culturel. Mais ça peut être également de pouvoir apprendre des comportements qui vont protéger, qui vont nous préserver de cette perte culturelle. Et les travaux que Hohmann a fait ont permis d'apporter du soutien à la théorie de la préparation biologique. C'est pourquoi nous avons hérité génétiquement de cet apprentissage afin de pouvoir survivre, cet apprentissage de la peur des araignées et des phobies. De nos jours, ces stimuli, les serpents, les araignées et les insectes, nécessitent que très peu d'apprentissage et déclenchent une réaction de peur qui va résister à l'extinction et qui va être persistante. Donc, Hohmann, il a proposé un module de la peur qui favorise l'apprentissage de la peur avec 4 postulats. Le premier, c'est sélectif, c'est-à-dire que le module de peur, il est activé lorsque nous sommes en présence de stimuli pertinents et menaçants, non seulement pour la survie de l'espèce, mais également pertinents et menaçants pour notre culture. Exemple, lors des confinements, des couvre-feux et de la mise à arrêt du système économique, beaucoup de personnes ont pu ressentir ce danger sur la culture et par extension ont appris des comportements qui sont totalement inhabituels, comme le fait de respecter un couvre-feu ou le fait de faire le nécessaire pour que l'économie, pour que les biens non essentiels puissent rouvrir, pour que la culture puisse continuer de se pérenniser. Mais ça peut être également la peur des armes à feu aux États-Unis, et donc on va permettre l'établissement de lois qui vont venir justement de plus en plus sécuriser notre comportement au détriment de notre liberté. Ça peut être la peur de prendre l'avion à cause du terrorisme. On se souvient tous des attentats du 11 septembre en 2001. Donc on va permettre de faire des lois. Ça peut être aussi la peur d'être responsable de la mort d'un de ses proches. Donc on va apprendre des gestes barrières. Ça peut être la peur d'être responsable des aléas naturels de la planète. Et on va donc apprendre la sobriété énergétique. On apprend à trier les ordures parce que c'est notre faute, à utiliser les voitures électriques parce que c'est notre faute, à manger des insectes à la place de la viande parce que c'est notre faute. La peur d'être isolé socialement, donc on apprend le politiquement correct afin de ne pas blesser, heurter les sentiments, le ressenti de tout à chacun. En tout cas, ça me fascine de pouvoir décortiquer tout ça de façon psychologique. Le deuxième postulat, c'est automatique, c'est ce que je mentionnais auparavant. C'est-à-dire que l'activation du module de peur ça ne nécessite pas notre attention volontaire, c'est involontaire, c'est tellement rapide qu'on ne s'en rend même pas compte. Hohmann qui a démontré que le module de peur serait en fait totalement indépendant du processus cognitif, donc qui affirme que ça fait partie de processus inconscients. Le dernier postulat, c'est que ce module de peur, il serait implémenté dans un circuit cérébral centré sur l'amygdale. Voici comment on pourrait l'illustrer en image. Donc nous avons l'arrivée d'un stimulus de peur qui va activer ce module. Si,
en ayant une activation inconsciente qui va déclencher des réponses à la fois psychophysiologiques, donc des réactions corporelles, des réponses corporelles, et des réflexes auprès de l'individu. Donc l'individu va donc potentiellement ressentir du stress, ça va se manifester par une activation physiologique de l'organisme, donc à travers la sueur, on va le percevoir au travers de la sueur, au travers de l'accélération du rythme cardiaque et d'une tendance à vouloir en fait s'éloigner du danger. Mais cela de façon rapide, inconsciente, sans même avoir le temps de construire un raisonnement de façon calme et posée. Donc le système de module Doppler, il est quand même assez complexe. Il me faudrait vraiment au moins 1 heure pour vous le raconter dans les détails, mais là je vous mets en fait une brève image de ce qu'est le module Doppler. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des questions ou si vous souhaitez davantage de ressources bibliographiques ou de ressources supplémentaires par rapport à cette thématique. Donc c'est pas forcément très réjouissant de se dire ok, comment fonctionne le module Doppler. On comprend que c'est de façon inconsciente, que c'est rapide, que c'est résistant à l'extinction, que c'est très difficile de se déconditionner, c'est très difficile de désapprendre un comportement. Très bien, mais rassurez-vous, il y a toujours une possibilité. Donc je vais vous laisser sur une note positive, voire un espoir, parce que oui, nous avons beaucoup plus de contrôle sur notre vie que nous l'imaginons. Je vous laisse avec cet extrait du psychologue Jordan Peterson, clinicien de renom avec plus de 20 ans de pratique en tant que thérapeute, petite précision, il est canadien, et qui a enseigné au sein des universités de Toronto et de Harvard. Et il nous explique comment être plus brave et courageux face à la peur. Je vous reprends à la fin de la vidéo. You know, there's no courage in naivety because you don't know what there is to stop you. You don't know what dangers you might apprehend. But to be aware of what it is that your problem is, so to be alert existentially, let's say, or to be fully self-conscious means that you're perfectly aware of your limitations and how you might be hurt. And then to make the decision to move forward into the unknown and the land of the stranger. Anyways, I would say that's one of the secrets to a good life. And I can say that really without fear of contradiction, I would say, because the clinical literature on this is very, very, very clear. What you do with people who are afraid, and to some degree depressed, but certainly anxious, is you lay out what they're anxious about, first of all, in detail. What is it that you're afraid of? What might happen? And then you decompose it into small problems, hypothetically manageable problems, and then you have the person expose themselves to the thing that they're afraid of, and what happens isn't that they get less afraid. That isn't what the clinical literature indicates exactly. What happens instead is they get braver. And that's not the same thing, right? Because if you get less afraid, it's like, well, the world isn't as dangerous as I thought it was, you know, silly me. If you get braver, that's not what happens. What happens is, yeah, the damn world's just as dangerous as I thought, or maybe it's even more dangerous than I thought, but it turns out that there's something in me that responds to taking that on as a voluntary challenge and grows and thrives as a consequence. And there's no doubt about this. Even the psychophysiological findings are quite clear. If you impose a stressor on 2 groups of people, and on one group the stressor is imposed involuntarily, and on the other group the stressor is picked up voluntarily, the people who pick up the stressor voluntarily use a whole different psychophysiological system to deal with it. They use the system that's associated with approach and challenge, and not the system that's associated with defensive aggression and withdrawal. And the system that is associated with challenge is much more associated with positive emotion and much less associated with negative emotion. It's also much less hard on you because the defensive posturing system, the prey animal system, man, when that thing kicks in, it's all systems are go for you, you know? The pedal's pushed down to the metal and the brakes are on. You're using future resources that you could be storing for future time right now in the present to ready yourself for emergency. So there's nothing simple or trivial at all about the idea of being called to move forthrightly forward into the strange and the unknown. And there's a real adventure that's associated with that, right? So that's an exciting thing, which is part of the reason why people travel. And then also to see yourself as the sort of creature that can do that, is willing to do that on a habitual basis, is also the right kind of tonic for, I hate this word, for your self-esteem. You know, because the self-esteem has nothing to do with feeling good about yourself. As I already mentioned, there isn't necessarily a reason why a priori you should just feel good about yourself. But if you can view yourself acting in a courageous and forthright manner and encountering the world and trying to improve your lot,
and taking risks, you know, in a non-naive way, well, then you have something that you can comfort yourself with at night when you're wondering what the whole damn point is of your futile and miserable life. And that's necessary because it's often the case that you wake up at 4 in the morning, or at least sometimes the case that you wake up at 4 in the morning when things haven't been going that well and wonder just what the hell the point is of your futile and miserable life. You have to have something real to set against that. It can't be just rationalizations about how, you know, you're a valuable person among others, even though that's true. That's not good enough. You need something that's more realistic to set against that. And observing courage in yourself is definitely one of the things that can help you sleep soundly at night when things are destabilized a little bit around you. Pour terminer, je vais citer Jean-Jacques Rousseau qui a fait un texte sur quelle est la vertu la plus nécessaire au héros. Je vous mets le PDF en barre de description. C'est un texte dans lequel il nous dit, je cite, « C'est de la force de l'âme que naissent les héros. » Alors, comment développer cette force de l'âme ? Pour apporter une piste de réflexion à cette question, je vous propose un petit exercice de role model. Cet exercice a pour but de prendre comme modèle un héros, une héroïne qui vous a marqué. Ce modèle peut être fictif ou réel, mais l'exercice ne s'arrête pas uniquement à visualiser un personnage héroïque, mais surtout d'imaginer ce que ce personnage aurait fait dans une situation demandant du courage. Et je vais vous donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus digeste à comprendre. Personnellement, lorsque je suis face à une situation stressante, voire extrêmement stressante, qui me demande de faire un choix entre rester fidèle à ma conscience ou entrer dans le moule, je repense toujours à cette scène où Erwin Smith, donc c'est un personnage de Attack on Titan, donc pour toutes celles et ceux qui regardent Attack on Titan, il y aura du spoil, mais je vais vous avertir avant de montrer l'extrait. Donc, il y a une scène où Erwin Smith fait un discours à ses soldats. Donc c'est un héros fictif. Et le discours est couplé, est associé avec une musique qui transcende véritablement mon âme. Et je vous mets un extrait dans 4, 3, 2, 1. すぐさま準備に取り掛かる。俺たちは今から死ぬんですか？そうだ。どうせ死ぬなら最後に戦って死ねということですか？そうだ。いや、どうせ死ぬならどうやって死のうと、命令に背いて死のうと意味なんかないですよね。全くその通りだ。全くもって無意味だ。どんなに夢や希望を持っていても、幸福な人生を送ることができたとしても、岩で体を砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか。死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。いや違う。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。Maintenant, c'est à vous de jouer, mais pour exécuter l'exercice dans les meilleures conditions possibles, prenez le temps de le faire lorsque vous avez vraiment du temps et surtout lorsque vous êtes sûr de ne pas être interrompu. Maintenant, pensez à un personnage héroïque qui vous inspire, des scènes qui le mettent en valeur, par exemple lors d'une scène d'abnégation, une scène dans laquelle le personnage sacrifie quelque chose pour le bien de l'humanité. Ça peut être sa vie, ça peut être son gagne-pain, ça peut être sa réputation. Et imaginez ce qu'il ferait à votre place lorsque vous êtes confronté à une situation assez stressante. Est-ce qu'il y ferait face et quelle serait l'action à mener pour y faire face? J'espère que cet exercice vous sera utile. N'hésitez pas à me donner un feedback dans l'espace commentaire pour celles et ceux qui sont toujours parmi nous. Ces feedbacks me motivent énormément et me permettent de poursuivre la création de vidéos.
et participe également à rendre visible la chaîne auprès de l'algorithme. Dernière chose, je vous ai préparé un PDF que vous pouvez télécharger gratuitement, le lien est en barre de description, qui résume les points essentiels des 2 vidéos. Il contient également un outil qui va vous permettre non seulement de mieux saisir ce qu'est le conditionnement opérant, mais surtout qui peut favoriser l'apprentissage. Donc c'est un outil qui peut grandement vous être utile dans la vie de tous les jours. Je vous laisse le découvrir et vous invite à m'écrire en commentaire ou par mail ce que vous en avez pensé. Je vous remercie pour l'attention que vous portez à cette chaîne et vous transmets mes meilleures vibrations. Prenez soin de vous les psychocasses et à bientôt.